Je disais tout à l'heure, il y a 700 000 voitures électriques aujourd'hui en France. En 2030, les estimations, c'est qu'il y en aura à peu près 8 millions. Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième saison de Quel est ton levier ? Aujourd'hui, on va rencontrer Aurélien, qui est le cofondateur et président de l'entreprise Electra, qui est une solution de mobilité et de recharge électrique. On va découvrir avec Aurélien comment il est passé de 0 à 110 collaborateurs avec plus de 200 millions d'euros levés. Hello Aurélien, donc tu es le président et cofondateur de Electra, donc il y a un réseau de recharge rapide. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que très innovant. On voit que c'est un sujet d'avenir. On voit qu'il y a énormément d'acteurs qui commencent à s'intéresser à ce genre de sujet. Aujourd'hui, vous êtes plus de 110 collaborateurs, présents dans 7 pays. Vous avez levé plus de 200 millions d'euros et vous avez un développement très rapide. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, ton expérience et surtout Electra ? Bien sûr, avec plaisir. Salut Étienne. Moi, un mot rapidement sur moi. Donc Aurélien, j'ai 36 ans. Je suis un des cofondateurs effectivement et le président d'Electra. Précédemment, j'ai monté une première société en 2010 qui s'appelle Cheers, qui est une application d'impression de photos, donc dans le domaine du e-commerce, que j'ai cofondé avec un camarade qui s'appelle Antoine Lecomte et que j'ai développé pendant une dizaine d'années. C'était une histoire sympa, et notamment des aspects que j'aimais bien, c'était vraiment l'hybridation entre à la fois la partie software, digital et toute la distribution qui était 100% online et à 90% sur l'application mobile, et puis toute la partie opérationnelle et industrielle pour faire des produits de bonne qualité et les livrer aux clients. Et puis il y a 2 ans, j'ai cofondé donc Electra, qui est un réseau de recharge ultra rapide pour les voitures électriques. Donc l'idée est assez simple, c'est de développer un réseau maillé sur tout le territoire qui permette aux gens de se balader en voiture électrique et de se charger rapidement. Et ce qu'on entend par rapide, nous, c'est entre 20 et 30 minutes de recharge, donc c'est ce qu'on appelle de l'ultra rapide, donc c'est des très hautes puissances électriques. D'accord, parce que comment t'en es venu à démarrer cette entreprise, sachant que il y a 2 ans, on commence à parler d'électrique, mais encore un parc installé qui est relativement faible. Comment te vient cette idée ou cette réalisation ? Moi, je suis passionné de mobilité depuis quelques années. C'est un secteur que je suis avec beaucoup d'attention. Il y a beaucoup d'innovations qui m'intéressent dans ce secteur, donc je savais qu'après mon expérience Cheers, j'avais le souhait de créer un projet dans la mobilité. En interrogeant et en faisant des recherches sur ce sujet, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser, je me suis rendu compte qu'il y avait une transition absolument majeure qui allait se produire ou qui était en train de se produire, qui est la transition vers la mobilité électrique. Et en regardant ça de plus près, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de vertus à passer à la voiture électrique, que je vais citer très rapidement sans rentrer dans le détail. Numéro 1, les émissions de carbone. Numéro 2, la pollution de l'air, donc le dioxyde d'azote. Ça, faut savoir, il y a des capteurs AirParif qui mesurent le nombre de microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube. Et à Paris, on est malheureusement souvent dans le rouge et dans le violet, et c'est ce qui tue les gens. Troisièmement, le bruit. Moi, je suis convaincu qu'à Paris, si on avait une ville un peu plus silencieuse, elle serait plus apaisée. Et quatrièmement, en fait, d'un point de vue souveraineté énergétique, aujourd'hui, du pétrole en France, on n'en a pas, alors que l'électricité, on en fabrique, on en produit. Et donc, c'est bon pour notre balance commerciale et pour notre moindre dépendance à un écosystème international. Et on voit que dès que les prix du pétrole augmentent, c'était le cas l'année dernière, c'est la panique. Et l'État subventionne à coût de 8-10 milliards le chèque énergie, etc. Donc on est très très tributaire de ça, et en fait avec l'électricité, on peut quand même s'en départir, en partie en tout cas. Donc je me dis, c'est très positif et vertueux, donc il faut absolument qu'on transitionne à l'électrique le plus rapidement possible. Et pourquoi est-ce qu'on le fait pas, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 100% des voitures aujourd'hui qui sont vendues qui sont électriques ? Et donc là-dessus, en fait, il y a un certain nombre de freins à cette adoption de masse, qui sont numéro 1, le prix des voitures électriques, qui reste un peu plus cher, et numéro 2, la recharge, qui peut être compliquée, pas évidente, etc. Et il y a surtout un déficit d'infrastructure. Et donc nous, c'est le sujet qu'on essaye d'adresser en déployant cette infrastructure et en simplifiant au maximum l'expérience de recharge. Moi, je suis convaincu que les gens ne passeront pas à la voiture électrique, qu'il n'y aura pas d'adoption de masse, tant qu'ils se diront, si je prends une voiture électrique, ça va être une logistique organisationnelle, ça va être compliqué. Les gens ont une vie déjà bien remplie, il faut que ça soit très simple de se recharger. Complètement. Et moi, c'était totalement ma problématique avant de passer à l'électrique. Je me disais que ça allait être compliqué. Et en fait, c'est vrai que moi, je vous ai découvert également par l'utilisation.
Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de solutions en France qui existaient, mais qui sont pas forcément encore connues, des personnes qui sont pas encore passées à l'électrique. Mais du coup, en fait, ça devient vraiment très facile finalement d'utiliser vos solutions et d'autres via son app, se connecter et puis trouver la borne et se charger rapidement, quoi. Je vais peut-être juste revenir sur justement le play entre guillemets infrastructure. T'as créé une boîte à la base de quand même, enfin une app et sur un domaine totalement différent. L'infrastructure, c'est des gros capitaux. Enfin, moi, je voulais te parler effectivement de levier de croissance. Comment tu développes une société qui est basée sur des gros investissements d'infrastructure? Est-ce que tu te dis il faut que je m'associe avec des partenaires financiers dès le début, ou comment pour toi c'est pas une barrière en fait, on va dire de création dès le début? Ouais, c'est une bonne question effectivement, parce que nous on est un animal vraiment hybride entre une société on va dire tech puisque on a un fort tropisme, si je puis dire, sur la partie produit, expérience client, et on a développé toutes les briques digitales et software in-house. Donc voilà, et puis moi c'est un peu mon ADN, on va dire. Et puis la partie infrastructure industrielle qui est extrêmement forte. Une station de recharge rapide, c'est un investissement de 500 000 euros. Donc si on veut faire des centaines, voire des milliers de stations, il faut des centaines de millions d'euros. Donc c'est un capex, enfin c'est des capitaux très très importants qu'il faut déployer. Et donc pour ça, on a fait appel à des fonds d'infrastructure, donc qui ont plus l'habitude de financer cette typologie de programmes. Ce sont des gens qui investissent pour financer du train, des autoroutes, des hôpitaux, etc. Et donc qui sont par définition des lignes de capex très très importantes. Et donc on a vraiment cette dualité, et c'est les deux faces de la médaille. On s'est tout de suite dit, nous, au départ du projet, si on veut vraiment faire la différence, ça suffit pas de faire uniquement la surcouche digitale, puisqu'en fait on va être tributaire de stations avec du matériel qu'on n'a pas installé, qu'on connaît pas, etc. Donc on pourra pas garantir le fait que l'expérience client soit tip-top. Et c'est ce qu'a fait Tesla, hein. Tesla, le succès et la raison pour laquelle l'expérience utilisateur de Tesla est plébiscitée, c'est qu'il y a une maîtrise à la fois du logiciel et à la fois du hardware, qui fait que l'expérience utilisateur, elle est très très bonne. Et aujourd'hui, à notre board, donc on a des fonds d'infrastructure. Donc notre actionnaire de référence, c'est Eurazeo, qui est un fonds, le fonds d'infrastructure d'Eurazeo. Et puis on a également des fonds de venture capital, typiquement Serena Capital, que je connaissais moi de mon expérience précédente de Cheers, et qui vont apporter cette coloration plutôt venture. Et je trouve que c'est vraiment très riche d'avoir les deux, parce qu'il faut les deux si on veut à la fois déployer un projet d'infrastructure avec tout ce que ça suppose, et en même temps apporter ce supplément d'âme et cette expérience utilisateur qui est vraiment travaillé, sophistiqué comme ce qu'on veut faire. C'est intéressant. Et du coup, c'est des financements en dette et en equity, en fait, sur cette partie-là? Ouais, alors ce qui est intéressant aussi avec l'infrastructure, c'est que les instruments de financement sont plus variés et plus nombreux. Tu vois, dans la tech, y a une levée de fonds, c'est de l'equity, et puis c'est relativement simple. Dans l'infrastructure, étant donné que tu as les actifs tangibles, concrètement, qui sont des transformateurs, qui sont des bornes de recharge, qui ont de la valeur, tu peux faire du leasing, tu peux prendre de la dette, tu peux avoir des convertibles, etc., etc. Donc il y a un peu plus d'instruments pour financer ce CAPEX. Et en termes, si je reviens sur la partie vraiment marché, aujourd'hui, qui sont tes clients en fait, et quelle est votre stratégie quel est votre positionnement et votre client idéal, et comment tu vois les choses à ce niveau-là? Ouais. Alors nous, on a un go-to-market qui est B2B2C. Donc c'est-à-dire que la première chose à faire, c'est qu'il faut qu'on trouve des emplacements, donc des sites sur lesquels on va installer des stations de recharge. Donc ça nécessite d'avoir des discussions avec des partenaires fonciers. Ces partenaires fonciers, c'est en règle générale des hôtels, des restaurants, ça peut être des supermarchés, des centres commerciaux, voilà, des gens qui ont des parkings accessibles au public et sur lesquels on va pouvoir prendre 6, 8, 10 places de parking et créer une station de recharge. Ce qui est intéressant pour le partenaire foncier, c'est que ça va générer des revenus locatifs, ça va créer un actif qui est attractif, qui va amener du monde, et puis ces personnes qui vont venir se charger, qui vont rester une demi-heure à se charger, elles vont rentrer dans le magasin, découvrir l'hôtel, prendre un café, etc. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on crée les stations. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est d'amener
des clients avec une contrainte actuellement qui est qu'on a un nombre de stations qui est en croissance, mais qui est en train de se développer. Et donc, si on fait de la publicité un peu classique massive, et que les gens n'ont pas de station à proximité, en fait, on perd notre temps. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a 700 000 voitures électriques en France pour un parc de 38 millions de véhicules. Autrement dit, si on descend dans la rue, là, il y a 3-4% de chances qu'on tombe sur une personne qui a une voiture électrique. Donc, on est vraiment, en train de passer des early adopters, les quelques centaines de milliers de personnes qui avaient une voiture électrique, à une adoption de masse. Et donc, c'est pour ça qu'en termes de marketing, en fait, nous, notre objectif, c'est de cibler des gens qui sont à proximité d'une station, numéro 1, et numéro 2, qui ont une voiture électrique. Donc, c'est un entonnoir qui est pour l'instant assez ciblé et petit à petit qui va s'élargir. Qui est assez ciblé et petit. Et du coup, est-ce que c'est pas, aujourd'hui, tu t'imagines que tu te focuses également beaucoup sur la partie offre finalement, et te dire, il faut que j'ai un maillage en fait qui me permette demain beaucoup plus facilement d'attirer des clients finaux vers mes bornes en fait. Il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, l'offre, aujourd'hui, c'est le focus numéro 1, soyons clairs. Néanmoins, on travaille quand même la demande sur différents canaux. Tu vois, typiquement les flottes. Donc les flottes B2B, donc ça peut être des taxis, des loueurs, des gens de la logistique, etc., qui sont en train de se convertir à l'électrique. On peut leur proposer des solutions intéressantes. Et donc ça, c'est typiquement très générateur de demande. Et puis aussi, on a différents moyens d'exposer les stations Electra avec des gens comme, tu vois, partout, qui étaient là pour être bien visibles sur les outils de navigation, que ce soit Google Maps, etc. Ouais, tout à fait, parce que souvent, t'as un outil interne, t'as un GPS interne à la voiture, et demain, potentiellement, le play, c'est d'être listé. Je crois que c'est pas encore disponible sur Waze ou sur Google Maps, mais j'imagine que ça va arriver, de savoir, tiens, j'ai une station de telle capacité à tel endroit, et là, si t'es bien référencé, finalement, tu vas avoir du trafic directement, quoi. Là, aujourd'hui, on est référencé sur Google Maps. D'accord, ok. Donc, tu peux voir nos stations, tu peux voir des photos de la station. Ce que je veux dire, c'est que quand tu prends le GPS, quand tu mets une destination et que t'es en voiture, je crois pas que t'aies l'option, on va dire, de sélectionner une borne de recharge électrique pour le moment. Mais je pense absolument. Que ça, ouais. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le route planner. Tout à fait. Ouais. C'est que typiquement sur Google Maps, effectivement, on n'est pas encore intégré, mais Google, ils sont Google Maps, ils sont en train d'intégrer ces features. Ils sont assez volontaristes sur le sujet. Oui, parce que je crois qu'il y a les trajets écologiques, ou en tout cas, ils travaillent beaucoup sur l'innovation sur leurs produits. Ok. Et typiquement aujourd'hui, donc du coup, vous avez ce mapping de territoire. Derrière, vous avez cette app. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta stratégie au niveau de l'expérience utilisateur sur vos recherches, parce que c'est aussi quelque chose sur lequel vous êtes très fort. Et je pense une des vraies valeurs ajoutées que vous apportez à ce marché finalement. Ouais, complètement. Nous on a une obsession de l'expérience utilisateur. Je pense que on a une boîte qui est une boîte assez produit finalement, et que c'est aussi, c'est la fierté un peu de tous les gens qui sont chez Electra, c'est de se dire on fait un produit qui est vraiment sympa, qui waouh, c'est un bien grand mot, mais qui est vraiment apprécié des utilisateurs. Je pense que c'est un gros driver pour nous en interne. Et donc, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on développe les briques logicielles in-house en interne. Donc, toutes les bornes de recharge, elles sont pilotées par un logiciel qui s'appelle la supervision. Et donc, c'est ce qui permet de démarrer une charge, d'arrêter une charge, de gérer le paiement, etc. De remonter toute la donnée en temps réel. Donc ça, c'est un logiciel qu'on a développé en interne. On a d'autres briques logicielles, typiquement de service client, etc., qu'on a développé en interne, avec le but d'avoir la maîtrise vraiment de ce qui se passe et de créer des intégrations qui sont les plus fines possibles avec le hardware. C'est ça pour la partie un peu immergée de l'iceberg. Et puis, on a une application, l'appli Electra, qui permet pour l'utilisateur d'avoir un parcours utilisateur qui est largement facilité, en pouvant, par exemple, réserver un point de charge à l'avance. Parce que, en fait, si tu vas à la station essence et qu'il y a 2-3 personnes devant toi, c'est pas grave parce qu'il y en a pour 5 minutes. Mais à la station de recharge, ça peut prendre plus de temps, parce que les gens, quand ils mettent 20 minutes, une demi-heure, s'il y a ne serait-ce que 2 personnes devant toi, tu vois, ça peut tout de suite être très long. Donc l'appli te permet de te dire, si je fais un petit détour de 5 minutes pour aller à la station, vu que j'ai réservé, je suis sûr que le point de charge m'attend et qu'il est disponible pour moi.
Et ça permet une deuxième chose qui est très importante, très appréciée, l'application mobile, c'est de suivre la recharge en temps réel. Donc de pouvoir utiliser les 20 ou 30 minutes que tu as disponibles pour aller faire un tour, se promener, boire un café et d'être averti quand la charge est complète. Donc ça, c'est typiquement, ça permet de payer, ça permet de voir où sont les stations. Enfin, tu vois, c'est un outil qui est assez naturel finalement dans la voiture électrique, qui est beaucoup plus digital, parce qu'on parle beaucoup de la motorisation thermique électrique, mais une voiture électrique, avec le nouveau standard Tesla, c'est un écran au milieu, et c'est très digitalisé comme comportement. Non, tout à fait. Typiquement, je rebondis là-dessus, parce que t'as toujours un peu l'angoisse de te dire la borne va pas être fonctionnelle, il va y avoir quelqu'un dessus, etc. Et donc, c'est vrai que ce type d'innovation technologique permet de rassurer également et créer une préférence, entre guillemets, pour votre service, quoi. 100%. Et aujourd'hui, tu vois, en fait, les statistiques de la FIREV, donc c'est l'observatoire qui mesure la qualité du service de recharge en France, c'est qu'il y a 27% des sessions de recharge qui échouent. D'accord. En France. En moyenne. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que tu as une chance sur 4 d'aller à la borne et que ça marche pas. Donc en fait, on est en train de passer du début de l'histoire avec des early adopters où c'est un peu le système D, tout le monde va se tuyauter sur des applications pour savoir si la borne elle marche pas, à un monde où on va avoir des millions d'utilisateurs et où monsieur et madame tout le monde, qui sont pas forcément des fans de voitures électriques, ils doivent pouvoir avoir une réassurance complète et totale sur le fait que leur charge elle va fonctionner, quoi. Ouais, et puis je rajouterais juste à ça aussi pour ceux qui connaissent, mais aujourd'hui il y a un nombre de cartes entre guillemets RFID pour se recharger à différentes bornes. Le fait de ne pas en avoir et d'avoir une application, c'est, moi je trouve ça en tout cas mieux. Donc, tu peux payer sur l'app, via une des nombreuses cartes de recharge ou avec une carte bancaire. Donc l'objectif, c'est que il y ait une simplicité d'usage et une simplicité dans le prix. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, typiquement, il y a un pricing qui est très sophistiqué et très complexe à appréhender. Numéro 1, parce qu'en fait, le référentiel du prix au kilowattheure, il est assez peu connu. Donc, encore une fois, tu descends dans la rue, tu demandes aux gens combien ça coûte un kilowattheure, ils en savent rien. Alors qu'un litre d'essence, tout le monde sait comment ça coûte. Et deuxièmement, parce que il y a eu une création de politique tarifaire qui était très industrielle, c'est-à-dire à partir des coûts, on a dit à telle heure c'est tant, sur tel type de puissance c'est tant, si tu as un abonnement c'est tant, et donc ça fait des matrices qui sont complètement illisibles, quoi. Donc nous on essaie vraiment de dire ok, c'est hyper simple, c'est une des choses qu'a fait Uber, on peut reprocher beaucoup de choses à Uber, mais Uber ce qu'ils ont fait c'est que ils ont dit tu sais par où tu vas passer, à quelle heure tu vas arriver, et tu sais combien tu vas payer. Et t'es pas en stress à te dire est-ce que vraiment je passe par le bon chemin, je vais arriver à l'heure, etc. Et donc nous c'est l'objectif d'apporter cette confiance et cette transparence pour que l'utilisateur puisse sit back and relax, tu vois. Tu pourrais même dire en fait je m'étends direct, je mets 20 €, je mets 30 €, la recherche se termine, tu peux mettre on pourrait faire ça, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Des jetons. Exactement. Je voulais revenir sur juste votre stratégie après commerciale et développement, parce que vu que c'est du B2B to C finalement, aujourd'hui vous êtes structuré vous avez des équipes, en fait vous avez des commerciaux qui vont aller contacter ces partenaires fonciers, c'est ça, oui. Pour justement travailler avec eux afin de les aider justement dans leur dans la réaffectation entre guillemets de leurs espaces pour vos solutions. Ouais, absolument. Donc sur la partie foncière, on a des commerciaux. On a une super équipe qui est vraiment canon et qui est divisée en deux, avec des personnes qui vont traiter les opportunités, ce qu'on appelle SMB, donc Small Medium Businesses, donc c'est des opportunités plutôt 1 ou 2 sites, tu vois. Donc c'est une négociation quasi de gré à gré. Et puis d'un autre côté, un autre stream qui vont être les discussions des appels d'offres, où là tu vas être sur des gros retailers qui ont un portefeuille de sites un peu partout en France et qui vont faire un appel d'offres, où là ça va être un processus compétitif by design un peu plus long. Qu'est-ce qu'ils cherchent typiquement eux de leur côté? Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet qui est un peu nouveau, et donc comme ce sujet est nouveau, parfois il va tomber à la direction technique, parfois à l'innovation, parfois à la RSE. Donc en fonction des interlocuteurs, déjà les questions sont un peu différentes. Mais globalement, ce qu'ils viennent chercher, c'est surtout un service qui est différenciant,
qui est attractif et qui permet d'amener du flux. Donc, en 2000, je disais tout à l'heure, il y a 700 000 voitures électriques aujourd'hui en France. En 2030, les estimations, c'est qu'il y en aura à peu près 8 millions. Donc, en gros, un tiers de leurs clients viendront en voiture électrique. Et s'ils ont un service de recharge qui est performant, qui est visible et qui ramène du monde, forcément, ça leur permet de fidéliser leurs clients actuels et de gagner des clients supplémentaires. Et donc, dans la distribution, tu sais, on cherche toujours à se différencier par rapport aux concurrents, et ça, c'est un levier supplémentaire. Concrètement, vos taux de transformation commerciaux ne devraient faire que monter, parce que demain, ça deviendrait même indispensable pour eux d'avoir ces solutions, de proposer ces solutions, sinon ils ne capteront pas une bonne partie de leur clientèle. Ouais, c'est clair. Tu vois, de la même manière qu'aujourd'hui en France, 70% de la distribution de carburant, elle est faite chez des acteurs de la grande distribution. Donc quand tu vas dans un Leclerc, un Intermarché, un Carrefour, etc., tu as quasiment toujours une pompe à essence. Le service d'énergie devient, un service additionnel pour beaucoup de retailers, et ça va devenir de l'électricité en lieu et place de la distribution de carburant actuelle. Et comment tu vois demain, est-ce que tu penses qu'il y aura, parce que moi je me dis, demain si tout le monde est à l'électrique, il va falloir qu'il y ait des installations, il va vraiment falloir qu'il y ait des installations énormes. Aujourd'hui, on parle effectivement on voit de très nombreux emplacements, mais c'est 3, 4 places, 5 places. Comme demain, quelle est ta vision? Ce sera plusieurs acteurs qui vont être sur un même lieu, avec des offres différentes, finalement, ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça va se consolider, ou même qu'il y aura une intégration différente, par exemple, comment tu... Alors, il y a deux choses. C'est d'une part au niveau de la saturation, parce que c'est vrai que 8 millions de voitures en 2030 et puis à terme 40 millions en fait, ça a des masses absolument gigantesques. Mais il faut quand même avoir en tête que une grande majorité de la recharge, elle se fait à la maison ou au travail, donc c'est la charge privative. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'en fait ça permet d'équilibrer le système électrique avec des gens qui vont charger la nuit, au moment où le réseau est moins sous tension. Et puis l'infrastructure, du coup, elle va se développer très très fortement dans les années à venir, mais elle va encaisser une partie en fait de la demande d'énergie de ces véhicules, puisque le restant sera fait à la maison, tu vois. Et la deuxième chose, c'est que nous, notre philosophie, notre fer de lance depuis le début, c'est de dire en fait, l'important c'est pas le nombre de bornes, c'est le nombre de voitures qu'on charge. Donc, les plans où on se dit on va mettre des centaines et des centaines de milliers de bornes, en fait, l'aspect quantitatif, c'est pas forcément la bonne réponse. Et donc, nous, on préfère mettre moins de bornes, mais de bonne qualité qui vont charger beaucoup de voitures. Si je prends une borne de recharge rapide qui charge en une demi-heure, théoriquement, je peux charger 48 voitures sur une seule place. Si elle charge une voiture en 8 heures, elle peut charger que 3 voitures sur une seule place. Et donc, l'objectif, c'est d'être plus efficient en ayant des bornes plutôt de haute puissance, plutôt rapides, plutôt que de mettre des centaines de milliers de bornes partout qui vont permettre de biberonner un peu d'électricité, mais qui vont pas vraiment correspondre à la demande des utilisateurs. Et sur la consolidation, dernier point, il est vraisemblable qu'il y ait une consolidation, puisque comme dans tout marché qui sont un peu nouveaux, au début il y a beaucoup d'acteurs, et puis plus le temps avance, plus on voit qu'il y a un maillot de bain, quoi, et on est sur un schéma pyramidal. Ça a été le cas pour, les vélos en free floating à Paris, etc. Enfin, tu vois que il y a des besoins de financement, d'avoir un bon produit, et on voit qui arrive à tirer son épingle du jeu au fil du temps. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, une fois que c'est une infrastructure lourde, donc en fait, comme tu dis, qu'il y a un actif, qui a de la valeur, et dans tous les cas, qui a même du mal à être détérioré, beaucoup plus de mal, j'imagine, à être détérioré qu'un vélo, par exemple. Donc c'est quelque chose qui aura dans tous les cas beaucoup de valeur en fonction de la stratégie choisie. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est une de vos stratégies de vous dire, en fait, potentiellement, j'aurai une association à faire à un moment donné, ou c'est encore beaucoup trop tôt pour le suggérer? Pour le moment, c'est un peu tôt. Mais oui, sur ton point, nous, on a des actifs, donc des infrastructures tangibles, durables. Et effectivement,
se refinancera, L'inconvénient ça se par cède, rapport à un ça se- vélo ou une trottinette, c'est que tu peux pas la bouger. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton investissement de 500 000 euros et que tu as mis 6 mois à développer une station, tu peux pas faire de l'A/B testing en disant bah non, attendez, en fait, il faut la décaler de 300 mètres, ça marche pas. Ouais. En revanche, oui, on a quelque chose de pérenne et de durable dans le temps. Et pour ce qui est de la consolidation, je pense que c'est un peu tôt. On est quand même au début de l'histoire, donc on va être attentif à ce qui se passe, mais probablement que ça va vraiment démarrer dans je sais pas, entre 1 et 3 ans, tu vois. C'est un peu mon Ouais. gut feeling. Parce que c'est vraiment là, vous êtes vraiment sur. Enfin, moi, je vois plein de stations qui sont en cours d'ouverture, même, qui sont pas encore totalement ouvertes. J'ai Ouais, c'est l'impression clair. que c'est assez massif, quoi. Ouais. Et après, juste un petit point juste sur l'innovation, justement, de toute cette technologie. Est-ce qu'il y a des choses potentiellement que tu vois venir à ce niveau-là, et est-ce que ça fait partie de votre plan? Par exemple, différentes technologies de recharge ou différentes tu vois, modèles, parce que ça serait quand même aussi simple que ça se fasse tout seul ou que ça se fasse sous la voiture. Enfin, je sais pas s'il y a des sortes d'innovations comme ça auxquelles on peut potentiellement s'attendre, peut-être pas tout de suite, mais à l'avenir. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'innovations et de changements, enfin d'évolutions assez fortes techno, sur les batteries. Donc avec des batteries qui ont une meilleure densité énergétique, donc qui permettent des autonomies améliorées par rapport à, tu vois, au même poids, en gros. Avec des vitesses de recharge améliorées. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, en fait, la recharge, c'est pas linéaire, c'est une courbe de recharge où tu vas charger très vite au début, puis ensuite ça va se ralentir. Donc je pense que là-dessus, il va y avoir énormément de progrès, et on le voit, hein, les batteries, c'est un des sujets au monde sur lequel il y a le plus de recherche. Donc c'est colossal, parce que c'est un énorme enjeu. Deuxièmement, sur la partie expérience utilisateur, il y a des nouveautés assez intéressantes. Donc typiquement le plug and charge. Donc le plug and charge, c'est le fait que tu puisses arriver à la station Electra, tu n'as rien à faire, tu prends un pistolet, tu le branches à ta voiture, nous on reconnaît que c'est ta voiture, et on sait que tu as un compte avec une carte bleue enregistrée, et on va pouvoir automatiquement s'occuper de tout. Ah, c'est trop bien ça. Ouais. Et donc ça, c'est vrai que c'est pas mal, parce que ça facilite les choses, et il y a même pas à, tu vois, à sortir une carte bancaire, quoi. C'est vraiment hyper simple. Ça, c'est un nouveau standard qui existe, hein, qui s'appelle le plug and charge, et qui va se généraliser probablement. Okay. Sur la partie induction, il y a des tests qui sont intéressants. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que c'est peut-être plus compliqué. Parce que mine de rien, l'adduction, bah, ça veut dire qu'en fait... faut un découpage. Voilà, il faut une emprise au sol avec, tu vois, du génie civil. Enfin, c'est plus complexe, quoi. C'est plus complexe que le câble. Je suis d'accord que c'est côté futuriste un peu plus sympa, mais je le vois moins comme, tu vois, en tout cas dans les 3-5 ans à venir, une évolution. Aujourd'hui, vous recrutez, c'est ça, pas mal de collaborateurs. Vous recrutez où? Alors nous, géographiquement? Ouais, géographiquement, et dans quel... Nous, on a une organisation qui est assez décentralisée. Donc, on a un bureau à Bruxelles, un à Milan, un bureau à Lyon, un bureau à Paris, et des gens en remote. Et on recrute dans un peu tous les départements de la boîte. Donc, le développement, donc c'est toute la partie recherche de sites foncières. Côté tech, donc ce qu'on appelle la product house, donc ce sont les équipes tech et les équipes produits. Côté marketing, côté finance, enfin on est vraiment en train de ramp up, parce qu'on est sur un projet qui est très dimensionné, qui est assez ambitieux, qui est international sur plusieurs géographies. On déploie des centaines de millions d'euros avec une réalisation industrielle qui doit être à un bon niveau de qualité. Et donc si on veut ce bon niveau de qualité sur les briques soft, sur l'actif industriel, sur le financement, il y a beaucoup de composantes, c'est assez multidimensionnel en fait Electra. Il faut vraiment qu'on ait des top people et qu'on soit suffisamment staffé. Donc on a, je pense, on utilise Welcome to the Jungle, et je pense qu'on doit avoir au moins une trentaine de jobs, d'annonces de jobs en cours. Okay. Donc s'il y a des gens qui sont motivés, honnêtement c'est un projet qui est vraiment grisant, parce que tu vis de l'intérieur la transition vers l'électrique, donc
Alors, je suis pas objectif pour en parler, mais moi je trouve ça fantastique. Une fois que tu passes à l'électrique, voilà. je pense que c'est tout un monde, effectivement, aujourd'hui de early adopters, mais qui, moi, je vois la passion que les gens peuvent avoir aussi quand ils découvrent l'électrique. Et je pense que c'est le moment de vous rejoindre en plus parce que moi, j'ai j'ai la conviction que ça va être, je le vois, en fait, c'est des investissements massifs et un changement. Ouais, c'est génial parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et donc, c'est un changement tu vois, de société, quoi. C'est un peu la troisième révolution industrielle. C'est un truc assez dingue. Et c'est effectivement, je pense là aussi que on est à une étape qui est très intéressante puisque en fait, tout est en train de se construire. Donc un peu comme les télécoms dans les années 90, il faut l'infrastructure, il faut trouver des business models. Et donc honnêtement, c'est passionnant. Ah bah clairement. Moi, j'aurais souhaité vous rencontrer avant typiquement parce que je trouve que c'est si j'ai un secteur sur lequel j'ai une conviction ultra forte, sincèrement je pense que c'est le tien. Donc franchement, allez-y, allez postuler. Je pense que c'est le bon moment. Et puis, je te remercie beaucoup pour tous tes insights. Et voilà, et bon développement. Et hâte de voir la suite. Merci Romain. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. J'espère que cet entretien vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et suivre la chaîne.